Bonjour à tous, merci d'être présents à cette visio flash sur l'Allemagne et sur la mission exploratoire Allemagne-Autriche que nous co-animerons avec Myriam Debes qui est responsable commerciale de la société VIF et à qui je vais pouvoir passer la parole tout de suite puisque vous me connaissez bien. Voilà. Merci Myriam d'être parmi nous. Merci beaucoup en tout cas que je puisse participer aujourd'hui. L'idée, c'était de pouvoir vous présenter un petit peu quelques spécificités du marché allemand dans le cadre d'une mission qu'on pourrait organiser en Allemagne, mais également en Autriche. Et Sophie, je pense que vous reviendrez un petit peu plus dans le détail sur ce sujet-là. Oui. Donc pour ma part, je me présente très rapidement. Donc moi, ça fait une quinzaine d'années maintenant que j'accompagne des sociétés françaises dans leur développement en Allemagne. Je suis franco-allemande et puis l'idée, c'était de vous apporter un petit éclairage sur ce marché-là et puis répondre à vos questions si vous en avez. Donc, le marché allemand. J'ai découpé la présentation en deux grandes parties. Premièrement, quelques éléments un petit peu clés sur le secteur d'activité, l'agroalimentaire, en découpant après sur des sous-secteurs comme les épiceries fines, la grande distribution. Et puis après, il y a une deuxième partie qui sera plutôt orientée sur des business cases de sociétés avec qui on est déjà en contact, que l'on connaît et qui potentiellement pourraient faire partie des rendez-vous que l'on organiserait dans le cadre de cette mission collective et de cette mission Allemagne. Donc déjà, dans un premier temps, quelques chiffres clés sur l'Allemagne et notamment sur le secteur de l'agroalimentaire de façon générale. L'agroalimentaire, c'est le quatrième secteur industriel et surtout le troisième importateur mondial. On est sur un maillage assez dense de sociétés puisqu'on a un petit peu plus de 6000 entreprises, principalement des PME et des ETI, et ça représente un chiffre d'affaires d'un petit peu plus de 130 milliards d'euros. Vous voyez sur la droite un graphique qui représente les parts des secteurs d'activité par grande famille et notamment toute la partie. Alors, il y a une petite différence entre le chiffre d'affaires que vous voyez sur la gauche, qui est le chiffre d'affaires qui a été communiqué sur l'année 2025, et le graphique sur la droite correspond au chiffre d'affaires communiqué par la Fédération de l'agroalimentaire, mais qui, elle, et plutôt sur l'année 2024. Donc c'est pour ça que vous avez une toute petite différence sur le chiffre d'affaires, mais on voit quand même que tout ce qui va être produits carnés, produits laitiers notamment, ont une part assez importante dans le secteur de l'agroalimentaire, mais qu'on voit d'autres secteurs qui se développent aussi de plus en plus, notamment tout ce qui va être en lien avec l'épicerie fine, la pâtisserie, tout ce qui est nourriture pour animaux rentre également dans ce secteur-là et connaît une très forte croissance. Sur le slide suivant, j'ai essayé de vous montrer un petit peu c'est quoi les tendances actuelles. Vous le savez sûrement, ou peut-être en tout cas, l'Allemagne est confrontée notamment à une pyramide des âges qui est inversée et un vieillissement assez fort de sa population. C'est à peu près un quart de la population allemande qui a actuellement plus de 60 ans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est sur une population qui également va faire beaucoup plus attention aux produits qu'elle va acheter. Ils sont très attentifs à tout ce qui va être produits gourmets, à la traçabilité, à avoir des produits de qualité. Ils sont prêts à investir aussi un petit peu plus. On a également un développement de tout ce qui peut être complément alimentaire par rapport à ça. Et on voit aussi qu'il y a une augmentation des foyers single, des foyers avec une seule personne. Et dans des grandes villes comme Cologne, par exemple, c'est plus de 50% des foyers qui sont des singles, des foyers singles. Donc, une population et une part de population qui va aussi s'orienter de plus en plus vers des plats à emporter, vers des plats de restauration rapide ou alors un packaging individuel qui va répondre à une demande de consommation assez spécifique. Et cette population citadine qui se développe de plus en plus. Alors, l'Allemagne est composée d'un maillage assez dense de villes de plus de 500 000 habitants. Donc, cette population citadine se développe, mais néanmoins, elle se répartit quand même sur l'ensemble du territoire allemand. Les tendances de consommation, donc je vous disais, on est de plus en plus à la recherche de produits avec de la durabilité, du bio, de la
de la régionalité, des produits avec une traçabilité, une véritable identité. Tout ce qui est to-go convenience, on le voyait avec des foyers single qui se développent, mais surtout, on a ce paradoxe qui reste quand même assez prédominant, qui est l'importance de la qualité et du prix, où on va aller chercher des segments soit premium, soit discount et un milieu de gamme qui s'efface un tout petit peu et un critère goût versus prix où ils font quand même très attention au prix. Sur le slide suivant, j'ai essayé de vous montrer les différents canaux de distribution qui existent sur le territoire allemand. Alors, c'est un schéma un petit peu standardisé quand même, mais en tout cas, vous avez quatre grands euh, grands sous-secteurs qui s'offrent à vous et on va re-rentrer un petit peu plus dans le détail après. C'est à la fois la partie CHR, donc avec le food service et le food service, vous pouvez faire le choix de travailler en direct avec certains gros acteurs comme Metro par exemple ou avec des distributeurs qui sont spécialisés food service et derrière vont aller positionner vos produits auprès des cafés, hôtels, restaurants. Il existe également des agents qui sont spécialisés là-dessus. Vous avez après la partie commerce spécialisé. Donc là, j'inclus tout ce qui va être épicerie fine, magasin bio, les cavistes qui ont parfois une petite partie épicerie aussi. Et là, pour les grands acteurs, notamment du bio et de l'épicerie fine, vous pouvez faire le choix pour ceux qui ont des chaînes de travailler en direct avec eux. Mais souvent, ça passe quand même avec des importateurs grossistes ou des agents commerciaux qui sont très bien introduits et qui vont prendre le temps d'aller visiter ces acteurs-là. La GMS, on a effectivement deux options. Soit vous pouvez avoir un référencement qui se fait d'un point de vue national, soit vous pouvez avoir un référencement au niveau des régions. C'est le cas par exemple des grandes chaînes comme Edeka. Mais une fois que vous avez eu un référencement qui se fait au niveau national ou régional, c'est également important de se dire il faut avoir une visibilité et une lisibilité des produits qui se fait au niveau des magasins en direct. Et parfois, ça passe par soit un agent commercial ou des agences qui vont aller visiter les magasins, présenter vos produits pour que les responsables des magasins derrière aillent acheter et passent le cap d'aller acheter les produits au niveau de la centrale quand ils sont référencés. Et on a le online qui se développe aussi énormément. La partie online connaît quand même une croissance à plus de 2 chiffres depuis quelques années. Si je rentre un petit peu dans le détail, notamment sur la partie épicerie fine. Les épiceries fines, ça représente en 2025 un chiffre d'affaires d'un petit peu plus de 10 millions d'euros. On est également sur un maillage qui est assez dense puisqu'on a plus de 1000 épiceries fines et c'est 307 importateurs de produits d'épicerie fine et de produits gourmets qui se font. Et là, je rentre pas en compte les importateurs qui, eux, sont spécialisés plus sur la partie thé et café qui nous concerne un petit peu moins en ce moment. Donc les épiceries fines, une croissance qui est quand même assez importante, une croissance qui est sur les produits gourmets à un petit peu plus de 5% par an sur les dernières années. Donc on voit quand même cette tendance, comme je vous le disais, d'aller chercher des produits toujours un petit peu plus gourmets, un petit peu plus qualitatifs. Si je regarde un petit peu la France, la position de la France et des produits français en Allemagne, la France, c'est quand même le 5e fournisseur en Allemagne de produits gourmets, avec une part de marché assez intéressante qui a connu un léger recul quand même en 2024, avec une tendance qui s'est un petit peu réduite sur 2025. Et l'offre française, elle est plutôt située sur le haut de gamme et c'est souvent synonyme d'un produit qualitatif avec des prix assez élevés. Qu'est-ce qui est importé principalement en Allemagne dans le secteur des épiceries fines? C'est à la fois tous les produits fromage, les produits à base de céréales pour 23%, tout ce qui est préparation alimentaire, donc on va regarder tout ce qui est tartinable, etc. Les produits chocolatés et sucrés qui représentent environ 9% des produits importés. Et après, tout ce qui est préparation de viande, poisson, fruits et légumes qui, eux, ont une part un petit peu moins importante quand même, puisqu'on est entre 5 et 6% par rapport à ça. Quand on regarde désormais toute la partie réseau bio,
Et je vous présenterai tout à l'heure dans un business case les magasins Dance Bio. L'Allemagne, c'est quand même le premier consommateur bio en Allemagne. Ce qu'il ne faut pas oublier quand même, c'est que l'Allemagne, depuis quelques années, ils avaient, il y a 15 ans, 20 ans, ils avaient développé le bio discount. Ils avaient réussi à industrialiser le bio. On était sur des tarifs qui sont bien moins importants en Allemagne que ce que l'on pouvait voir en France, mais néanmoins une tendance quand même où ces tarifs et ces prix remontent légèrement. On a trois grandes chaînes de supermarchés bio en Allemagne qui sont les Dents, les Alnatura et les Biocompagnie. Un système qui est basé également sur pas mal de points de vente indépendants et on a un petit peu plus de 2800 points de vente de commerce spécialisés bio en Allemagne. Donc ça représente à peu près 6% de l'ensemble des points de vente. Sur la partie RHF, donc tout ce qui est restauration hors foyer, on a un secteur d'activité qui en 2025 a connu également une hausse nominale qui est de 1,4%. Néanmoins, on voit aussi quand même que la restauration hors foyer a connu en termes de chiffre d'affaires réel une légère baisse, même si on est quand même sur une branche qui s'élève à plus de 100 milliards d'euros. On a un maillage qui est aussi très dense avec quelques grands acteurs et je pense à Metro et je vous parlerai tout à l'heure de Metro et de Lakerland qui sont des acteurs assez importants sur le RHF. Mais on a également un maillage de petits acteurs qui vont aller livrer ces cafés, ces hôtels et ces restaurants au quotidien et qui peut être intéressant aussi d'aborder que ce soit en direct ou avec des distributeurs. En termes de grande distribution, on a quatre principaux acteurs qui représentent à eux seuls 77% des parts de marché du secteur en Allemagne. Et c'est le groupe Aldi, Edeka, et dans le groupe Edeka, il y a l'enseigne Netto, Rewe avec les magasins Penny également, et puis le groupe Schwarz. Et le groupe Schwarz, c'est les magasins Kaufland et Lidl. Donc, vous voyez quand même que dans la grande distribution, on va avoir trois grands niveaux. On va avoir la grande distribution qui est positionnée, j'allais dire plutôt moyen de gamme, avec tout ce qui va être Edeka, Rewe, etc., qui correspond à, si je devrais comparer à la France, peut-être un Carrefour, un Auchan, etc. Où vous avez des Kaufland également, où vous avez des rayons épicerie fine, épicerie gourmet qui se développent et donc un positionnement un petit peu plus important. Vous avez également le discount qui, eux, va tirer les prix vers le bas. Mais on a également le système des drogueries avec Rossmann, DM, Müller, où là, vous allez retrouver des produits agroalimentaires euh, plutôt du sec. Il y a pas de frais ou très peu de frais. Et on est sur des produits avec une résonance un petit peu plus haut de gamme. Et ces segments d'agroalimentaire qui se développent énormément. Et on voit DM qui développent de plus en plus des systèmes en vrac, etc., etc. Et donc un axe de développement de ces enseignes sur de l'agroalimentaire aussi, en plus des produits d'entretien ou de cosmétiques, etc. Une fois qu'on a vu ces grandes tendances et ces grands chiffres clés, je voulais vous faire part de quelques business cases et de sociétés qui sont fortement présentes sur le territoire allemand et qu'on pourrait potentiellement inclure dans cette mission. Alors bien entendu en fonction des intérêts qu'ils peuvent avoir pour les produits présentés. Et je vous ai mis ici trois épiceries fines qui sont les plus connues, peut-être pas de tous, mais en tout cas qui ont une place assez importante dans le secteur des épiceries fines en Allemagne. Donc vous avez notamment Dallmayr, où on est sur une épicerie fine à Munich qui fait 913 millions d'euros de chiffre d'affaires, qui a également des marques de distributeurs. Feinkost Dittmann, où on est à 175 millions d'euros de chiffre d'affaires. Alors les derniers chiffres publiés, parce qu'il n'y a pas d'obligation de publication des comptes, en Allemagne date de 2021, donc il y a certainement une croissance qui a eu lieu par la suite. Une société qui a à la fois ses propres épiceries fines, mais qui a également ses sites de production, parce qu'elle a deux sites de production en Allemagne
et une boutique en ligne. Et ensuite, on a Käfer Feinkost, où on a une boutique en ligne, des magasins. Le magasin phare, il est à Munich, 7 filiales, et on a également du MDD qu'il développe également en parallèle. Ces épiceries fines, quand elles sont indépendantes, parfois elles se sourcent auprès de grossistes, de distributeurs. Et il y a un assez gros grossiste, qui fait partie des plus gros d'ailleurs en Allemagne, qui s'appelle Boss Food, qui est proche de Düsseldorf, à Mersbourg. Et Boss Food, c'est un peu plus de 36 millions d'euros de chiffre d'affaires et ils ont, en termes d'épicerie fine, un peu plus de 500 épiceries fines qui livrent et après le reste, ça va être de la CHR, mais également des clients en direct. C'est à peu près 15 000 clients par an qu'ils ont en termes de livraison. C'est 200 employés et ils ont environ 40 acheteurs en interne qui font une sélection quotidienne des produits et une sélection qu'ils vont après présenter à leur cible commerciale. Boss Food, ils font à la fois du sourcing en direct, mais ils organisent également des mini-salons en interne où ils ont une grande cuisine au niveau de l'étage. Ils vont inviter tous les employés, donc les 200 employés de la société, pas uniquement euh, les, euh, les, les acheteurs pour venir goûter des produits, venir découvrir des nouveautés. Donc chaque société a comme un mini stand au niveau de la cuisine et avec l'idée de se dire on va faire connaître des nouveaux produits et en fonction des intérêts de la part des employés, on va pouvoir envisager un référencement. Un autre business case qui est positionné plus épicerie fine également, c'est les Galérias. Les Galérias, c'est des magasins qui sont plutôt des grands magasins, comme un peu comparables à Marks and Spencer, mais qui ont développé une filiale qui est la Galeria Markthalle, où vous allez retrouver des produits agroalimentaires positionnés plutôt épicerie fine. On a 2 sites pour ça qui sont à Cologne et à Düsseldorf, avec un concept qui associe à la fois des produits régionaux, des produits qualité, des stands culinaires, des zones pays, etc. Et donc ce développement au sein des 83 magasins Galeria qui se situent en Allemagne de ce concept de Markthalle, de halle, gourmet et qui n'est pas présent dans tous les magasins, mais qui se développe quand même de plus en plus. Donc quelque chose d'intéressant d'aller regarder aussi. On passe maintenant au magasin bio. Je vous ai dit que l'une des 3 chaînes principales en Allemagne, et c'est d'ailleurs la première, c'est les magasins Dance. Alors les magasins Dance, ils ont quand même une particularité, c'est que ils ont à la fois leur propre magasin, mais c'est également le premier grossiste en produits biologiques en Allemagne, avec l'enseigne et la marque Denre. Et en plus de livrer leur propre magasin, ils vont aller livrer tout un tas d'autres magasins bio indépendants. Et c'est plus de 1400 magasins bio indépendants qui livrent en plus de leurs magasins Dance qu'ils ont. Ils ont à peu près 300 magasins bio en Allemagne et 40 en Autriche. Donc ça, c'est véritablement un acteur incontournable quand on est positionné sur le bio en Allemagne. Le bio en Allemagne, c'est également, depuis 130 ans, regroupé sous le terme de ce qu'on appelle les Reformhaus. C'est des regroupements de magasins ayant pour objectif de proposer des produits pour la vie saine. Alors, on retrouve les magasins avec des produits bio, mais on va retrouver aussi tout un aspect produits naturels, cosmétiques, etc., etc. Et ces Reformhouse, c'est un petit peu un label pour des petits magasins bio. On en a à peu près 1200 en Allemagne. Et sous ce label-là, vous pouvez avoir certaines chaînes qui se sont développées, comme les Reformhaus Vitalia, où on a désormais 94 filiales qui sont réparties sur l'ensemble du territoire allemand, avec une couverture qui est principalement sur le sud de l'Allemagne, mais quand même un développement qui se fait aussi dans d'autres régions. Et c'est une chaîne véritablement à suivre, puisque pour l'instant, très fort dans le sud, mais elle remonte un petit peu en termes de présence géographique vers Cologne, Düsseldorf, etc.
Sur la partie RHF, je voulais vous parler de Lakerland. On a parlé tout à l'heure de BuzzFood, mais il y a également Lakerland qui est basé à Frechen, donc proche de Cologne. Là, on vous propose la localisation, en tout cas géographique, de la mission portée par l'Occitanie sur le marché allemand. Et Lakerland est spécialisé dans tout ce qui est consommation on to go, donc tout ce qui est food service depuis un petit peu plus de 70 ans. Et c'est plus de 40 000 points de vente qu'ils desservent chaque année. C'est 3 800 collaborateurs. On est quand même sur un poids assez important en Allemagne avec 12 centrales logistiques. Donc, quand vous travaillez avec Lakerland, vous êtes amené à devoir livrer 12 centrales logistiques pour pouvoir après livrer les points de vente. Enfin, eux s'occupent derrière de livrer les différents points de vente qui sont au nombre de 40. Vient ensuite Métro dont le siège social est basé sur Düsseldorf, où on est sur un peu plus de 85 000 salariés. Positionnement très fort et c'est un acteur incontournable dans tout ce qui est partie RHF. Et là, vous pouvez effectivement avoir deux orientations. Pareil, un référencement au point de vue national, mais également un référencement au niveau de certaines régions ou certains magasins qui vont aller sourcer des produits un petit peu spécifiques en direct. Sur la grande distribution, on a Reveux. Alors, quand on parle de Reveux, il y a à la fois les magasins Reveux, mais il y a également les magasins Penny, qui sont plutôt une ancienne discount. C'est la quatrième chaîne discount en Allemagne, qui nous concerne peut-être un petit peu moins pour cette mission-là, mais on peut quand même pas passer à côté. Le groupe Reveux, le siège est à Cologne, le siège national. L'une des particularités du groupe Reveux, c'est que vous pouvez faire le choix de travailler ou d'avoir un référencement national qui va se passer à Cologne, mais vous pouvez aussi redescendre d'un niveau et avoir un référencement régional. Bien souvent, on dit qu'il y a certaines régions qui sont un petit peu clés et sur lesquelles vous pouvez commencer à travailler avant de remonter au niveau national, puisque c'est beaucoup plus rapide. Et également un travail parfois avec certains points de vente en direct qui sont ouverts à avoir des nouveautés sur lesquelles vous pouvez démarrer une phase de test. Ils apprécient énormément. Et une fois que le test a été un succès, se dire on va remonter d'un point de vue régional, national pour pouvoir positionner les produits. On est sur quand même une enseigne assez phare. Même principe de référencement avec EDEKA, avec ce système de test qui est possible en magasin, de référencement régional et de référencement national. Le siège social, lui, est à Hambourg, mais par contre, il y a une centrale d'achat régionale entre Cologne et Düsseldorf. Et EDEKA, ça reste quand même le deuxième groupe, enfin le premier groupe, pardon, en Allemagne en termes de grande distribution, donc véritablement un acteur incontournable quand on souhaite se positionner sur ce segment-là. Je vous ai résumé, on a regardé quelques chiffres clés, on a regardé des business cases. Alors bien entendu, il en existe tout un tas d'autres, mais je vais essayer de vous résumer un petit peu ici les clés de succès quand on se développe sur le territoire allemand. Et les clés de succès, ça réside bien dans une offre qui peut être différenciante avec un produit de qualité, avec un produit un peu différent, etc., avec un storytelling qu'on construit. Et cette offre différenciante, elle peut se construire aussi avec un service commercial qui est proche, qui répond aux exigences locales, alors que ce soit avec vos équipes en interne ou avec des partenaires commerciaux. Les clés de la réussite, elles vont être sur plusieurs points. La première, c'est de germaniser son approche. Donc, ça veut dire s'adapter aux attentes des consommateurs en termes de process commerciaux. La grande distribution, si c'est votre cas et si vous souhaitez travailler avec la grande distribution, accepte très peu des rendez-vous. Ils fonctionnent quasiment que à l'échantillonnage ou avec de la visioconférence. Donc l'approche commerciale, elle doit être apportée. C'est ce que j'entends par là. Ce qui est bien, c'est de pouvoir travailler avec des partenaires commerciaux qui sont germanophones et germanophiles, puisque ça va permettre de mieux comprendre et d'adapter les différents discours, même si beaucoup de choses peuvent se passer en anglais ou que nous, on existe aussi pour vous accompagner en français pour faire les adaptations s'il y a besoin. Il faut avoir une présence qui
qui est clair, qui est crédible, avec tout ce storytelling, comme je vous l'expliquais, à mettre en place, mais qui est aussi durable. Les consommateurs allemands, ils ont besoin d'être rassurés sur vos produits, sur votre société, que vous allez réussir à tenir dans le temps aussi, que vous n'êtes pas là sur du one shot. Souvent, je conseille quand même de faire traduire ces outils de communication au minima en anglais, puisque les partenaires, ils auront envie d'avoir une présentation de vos produits en anglais. Il faut souvent être aussi assez réactif. On sait que les acheteurs allemands, parfois, ils mettent un petit peu de temps dans les étapes de négociation, mais néanmoins, une fois qu'ils veulent un tarif, des échantillons, il faut pouvoir les envoyer assez rapidement. Et si on ne peut pas les envoyer assez rapidement, c'est au minimum pouvoir leur dire, ben là, actuellement, on ne peut pas, dans 2, 3 semaines, on pourra vous envoyer des échantillons. Souvent, l'Allemagne, c'est quand même également le pays des salons. Alors, on connaît tout, le salon Hanouga, qui est un très gros salon international, mais je ne pensais pas forcément au salon Hanouga parce qu'il y a des plus petits événements et il y a des plus petits salons qui sont organisés parfois par des fédérations ou des acteurs de la grande distribution où ils vont inviter des sociétés, des marques pour présenter des nouveautés, leurs produits, etc. Et c'est ces événements qu'il faut parfois sélectionner quand on souhaite être en direct avec les acheteurs ou les distributeurs. Il faut bien sûr écouter les retours du terrain, être patient parce qu'un développement commercial à l'export, ça prend un peu de temps, mais c'est aussi accorder une importance particulière au service commercial et au développement de la relation d'affaires que l'on peut faire. Je vous ai donné ici très rapidement quelques éléments. Dans le cadre de la mission que l'on pourrait avoir sur le marché allemand, on a prévu un module de 2 heures pour pouvoir rentrer un petit peu plus dans le détail des négociations et de comment ces choses peuvent se passer. Merci beaucoup, Myriam, pour cette riche présentation et très intéressante. On va quand même prendre le temps là si vous avez quelques questions pour Myriam, vous pouvez les poser maintenant, c'est le moment. Sur la mission, sur le profil des importateurs que vous souhaitez approcher. Si vous avez des questions plus précises. Priti, oui. Oui, bonjour Myriam. J'ai pris des délices des bois hein, à Montpellier. J'ai pas eu le temps de noter les épiceries fines de votre premier slide. Est-ce que je pourrais le revoir s'il vous plaît? Bien sûr, et puis je pense Sophie, on va envoyer la présentation Oui, aussi. tout à fait, oui, on l'enverra. Ouais. Ah d'accord, d'accord. Bon, Il est prévu de l'envoyer, il n'y a pas de non, mais si souci. vous l'embêtez, si ne vous embêtez pas, c'est pas grave. À ce moment-là, je vais attendre la présentation. D'accord. En tout cas, je peux vous les redonner si vous souhaitez. C'était à la fois Dallmayr, Oh, oui, c'était Dallmayr. Dittmann, Dittman, et Keffer, K-A avec un tréma, F-E-R. D'accord. Et ça, c'était l'épicerie fine, hein? C'est 3 exemples d'épicerie fine, oui, qui sont D'accord. assez connus. Il y avait également des distributeurs, non, tout à l'heure? Boss Food, ça doit C'est... être Boss Food. Ah, ok, d'accord. Ou épicerie fine, c'est plutôt Boss Food. Et si ils ont une partie également épicerie fine. Alors très peu, mais quand même épicerie fine aussi, c'est Lekerland. Lekerland. Donc, ce sont les deux distributeurs. Alors, il n'y aura pas que ces 2 distributeurs, hein, bien entendu, qu'on va approcher dans le cadre de la mission. C'est des exemples, mais ça, c'est 2 distributeurs. Oui, c'est 2 exemples de distributeurs, tout à fait. D'accord. Ok, très bien. Merci beaucoup. Oui, l'idée c'était de vous présenter des profils un peu ciblés, d'exemples, comme a dit Myriam, hein, d'importateurs et d'acheteurs. En fait, dans le cadre de la mission, il y aura un entretien préparatoire avec vous, individuel, avec Myriam et moi-même, afin que vous présentiez votre entreprise, votre offre, et que vous nous précisiez vos besoins. Certains d'entre vous ont peut-être déjà des importateurs, un importateur en Allemagne. Donc c'est pour bien comprendre votre demande et pour qu'on cible au mieux les importateurs et acheteurs que vous souhaitez avoir en face de vous pour cette mission.
Sachant que nous, on va prendre contact avec ces importateurs, grossistes, distributeurs pour présenter les produits, valider qu'il y a un premier intérêt. Donc, on est sur du rendez-vous plutôt qualitatif où ils ont déjà euh, indiqué que potentiellement ça pouvait les intéresser. Voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. S'il n'y en a pas pour le moment, je repasse très rapidement là sur notre programme de la mission exploratoire avec les deux destinations. Donc, comme l'a dit Myriam, la mission sera localisée entre Cologne et Düsseldorf parce qu'on pense que c'est cet endroit-là qui aura le plus d'importateurs, acheteurs qui vous concernent et qui seront les plus intéressants pour vous. Donc, les entreprises éligibles, ce soit les primo-exportatrices dans le pays, soit celles qui veulent développer le marché. Tout produit confondu, sec, frais, épicerie salée, sucrée, les fromages, charcuteries, produits de la mer et les boissons, mais qui ne sont pas alcoolisées, parce que sinon ce seront d'autres acheteurs. Et comme l'a expliqué Myriam, voilà, les publics ciblés au niveau des professionnels, ce sont tous ceux-là, les importateurs, grossistes, etc. Comme je l'ai dit, la mission commencera par un entretien préparatoire vraiment précis. Nous vous aiderons pour l'envoi des échantillons s'il y a besoin, si les importateurs demandent. Il y aura le fameux workshop à votre arrivée le premier jour en Allemagne de 2 heures où on vous rebriefera bien sur tous les détails et tous les outils dont vous aurez besoin pour réussir votre rendez-vous. Des visites de magasins sont aussi prévues. Comme l'a dit Myriam, donc un acteur clé, ce sont les galérias. Certains le savent déjà parce qu'ils participent à cette opération. Nous avons organisé pour cette année avec les galérias une campagne Occitanie qui aura lieu lors de la première semaine de juin, donc pendant notre mission. Et nous irons visiter le magasin de Cologne et sûrement de Düsseldorf. Apparemment, celui de Düsseldorf est plus grand, plus important. Et vous pourrez aller voir comment se passe cette campagne, mais on ira aussi visiter d'autres magasins ciblés en fonction de votre demande, les magasins bio, comme on les a indiqués là, les chaînes, les Reform House. Je vois qu'à Jean-Baptiste, par rapport au fromage, on pourra essayer de voir des fromagers aussi, et en fonction de votre profil et des magasins que vous souhaiterez visiter. Et ensuite, nous allons donc vous proposer des rendez-vous vraiment ciblés, avec une formule soit de 2, de 3 ou de 4 avec une extension possible en Autriche, avec le même type de profil d'importateur, notamment nous allons essayer de cibler les épiceries fines. Et nous irons visiter et rencontrer, si vous le souhaitez, Mein and Graben, qui est très grande épicerie fine autrichienne, dont ils ont un très grand magasin à Vienne. Voilà. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. On a déjà quelques rendez-vous prévus pour certaines d'entre vous. N'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez besoin de plus de précision. La, voilà, la limite normalement des inscriptions est au 16 mars afin de bien préparer vos entretiens et afin de vous construire un programme de rendez-vous très qualifié, donc si possible. Et on prévoira un envoi des échantillons à la mi-mai. Alors moi j'ai une question, Soti, Oui, par rapport à là on va voir si on participe ou pas, mais c'est les profils des acheteurs en fait, hein, par rapport oui. à nos produits. Comment ça se passe en fait? Parce que là on a vu quelques profils. Est-ce que c'est ces profils-là, c'est ces acheteurs-là que vous allez contacter? Comment ça se passe en fait? Je Alors, voulais que je oui. réponde ou si vous voulez. Je vais peut-être juste commencer, après je vous laisserai détailler Myriam. En fait, ce que je disais, la première étape, c'est un entretien préparatoire avec vous.
avec D'accord. Myriam. Pendant cette première phase, donc, on va vous demander de remplir un dossier préparatoire assez détaillé. Et lors de l'entretien, donc le dossier servira de base de l'entretien. Pendant cet entretien, vous nous expliquez votre histoire, vos produits, et après, quels sont vos réseaux de distribution en France et ceux que vous souhaitez cibler en Allemagne. Et après, je passe la parole à Myriam. Par rapport à votre produit présenté et vos cibles, on va pouvoir lancer la prospection du côté des importateurs et des acheteurs pour vous proposer après des rendez-vous qui seront vraiment ciblés par rapport à votre demande. D'accord. C'est ça. De notre côté, pour l'ensemble de la mission, on a une base de données qui existe, qui fait plus de 150 contacts. Donc, c'est pas uniquement 3 entreprises que l'on va contacter, hein. C'est véritablement une base assez importante de sociétés que l'on contacte, sur lesquels qui correspondent, enfin qu'on aura sélectionné, hein, qui vont correspondre par rapport à vos produits, à votre réseau de distribution, etc. Où on va individuellement après leur demander s'ils ont un intérêt potentiel pour vos produits. Donc généralement, avant de vous organiser un rendez-vous avec eux, on aura eu 3-4 discussions avec les sociétés pour valider qu'il y ait potentiellement un intérêt. Et puis, on vous les présente, bien entendu, aussi en amont de la mission pour que vous puissiez nous dire effectivement ça correspond pas, qu'on puisse faire évoluer pour que les rendez-vous qui sont organisés correspondent bien à vos attentes et à ce que vous recherchez sur le marché allemand. Donc, on fait une base de données qui est, je vais dire, un petit peu semi-personnalisée parce qu'on a déjà des contacts qui sont existants. Donc, on s'appuie sur les contacts qui sont existants, mais aussi on va aller chercher les bons contacts par rapport à vos produits et à votre positionnement. D'accord. Et ensuite, le rendez-vous se fait face to face, alors, c'est ça? Oui, tout à fait. D'accord. OK. Ok. Oui, bonjour. Pardon, moi aussi une question. Je suis avec Anissa aussi. Et comment ça fonctionne, par exemple, si on s'inscrit à l'avance, par exemple, à 3 rendez-vous ou 2 rendez-vous, peu importe, et que finalement il y a moins de rendez-vous ou plus de rendez-vous. Enfin, est-ce qu'on doit, est-ce qu'on est obligé de vraiment choisir le nombre de rendez-vous au départ ou parce que c'est selon aussi la demande des acheteurs en fait, on peut pas savoir vraiment donc. Oui, oui. Donc comment ça Ah, se passe à ce niveau-là? alors nous, de notre côté, on a créé un bulletin d'inscription. Vous avez l'habitude, hein, comme on fait toujours, avec effectivement un nombre de rendez-vous. Après, c'est plus par rapport à vous et votre engagement, notamment au niveau financier, dans ce que vous souhaitez et ce sur quoi vous pouvez vous engager. Donc, vous pourrez Ok, cocher, par exemple, 2 rendez-vous. Mais après, si Myriam vous propose 4 rendez-vous, il n'y a aucun souci. Si vous pouvez les assumer, de vous proposer plus de rendez-vous, hein, on vous en organise 4, voire plus, si ok, il vous semble intéressant pour vous. ok, ouais, donc c'est pas fixe à l'avance en fait, ça va Non. dépendre de. Non, Ok, il faudra que vous ok, fassiez juste un engagement sur le bulletin d'inscription, mais après, au niveau de la facturation, on pourra augmenter le nombre de rendez-vous, il n'y a pas de souci, hein. ok, ça c'est intéressant, ouais, ok, Oui, c'est vrai que ça sera intéressant de voir aussi le retour du marché, donc côté professionnel, de comment ils oui, accueilleront votre offre. Et effectivement, il y a 4-5 demandes, ça voudra dire que votre produit sera vraiment une marque d'intérêt pour les importateurs. ok. Et on va dire un scénario négatif, on va dire il y a zéro rendez-vous ou un rendez-vous, comment ça se passe? Enfin, non mais. Après, Est-ce que si on s'engage et que par exemple il y a pas de demande, enfin, comment ça se passe? après, on vous facturera pas de rendez-vous, hein, si Ok. vous. Ouais, ouais. On espère que ce sera pas le cas. Oui, non, bien sûr, non, mais pour Alors ça savoir, nous est voilà, jamais. c'est la Oui, question. dans le worst case, effectivement, c'est vrai que s'il n'y a pas de rendez-vous, alors ça nous est jamais arrivé, mais en tout cas, ça rentre comme ça. Moi, je dis toujours aussi, quitte à vous déplacer, c'est toujours bien de rencontrer le maximum de sociétés. Donc, c'est dommage de se dire, si, admettons, vous avez 3 demandes de rendez-vous, de vous limiter qu'à 2. Je trouve que c'est toujours dommage parce que quitte à se déplacer, vaut mieux optimiser sur place. Oui. Mais c'est surtout en fonction des retours des acheteurs. Mais Ok. Ok, non, mais c'est bon de savoir que, en fait, c'est évolutif le nombre de rendez-vous, voilà. Mm. tout à fait.
Je voulais aussi préciser que VIF a un réseau et des contacts très intéressants, j'ai trouvé moi pour ma part, avec le réseau de distribution du bio, parce qu'on sait que c'est un réseau complexe où il n'est pas facile de rentrer, enfin vous le savez vous-même, et je sais qu'il y a plusieurs entreprises qui sont présentes là, qui ont des produits vraiment destinés à ce circuit-là particulier. Et VIF accompagne déjà d'autres sociétés, dont la société Aromandise que vous connaissez, hein, qui est l'entreprise phare qui a lancé le thé bio en France, le thé japonais vert bio en France, et qui les accompagne déjà dans ces réseaux-là. Et la particularité alors je sais plus, c'est Denre qui est à la fois en Allemagne et en Autriche. Oui. C'est ça. Donc c'est ce que m'a expliqué. Donc elle pouvait pas vraiment souhaité témoigner là, Elsa, mais d'Aromandis, mais ce qu'elle m'a précisé, que en fait, elle a pu avoir vraiment des contacts très privilégiés, très pointus, des conseils aussi sur vos produits, très pertinents et qui leur ont permis d'avancer étape par étape et de construire des partenariats en Allemagne et du coup en Autriche en même temps. J'ai une question pour vous, Myriam. Juste une question technique parce qu'on a un associé qui est sur l'Aquitaine. Est-ce que c'est vous aussi personnellement ou votre agence qui intervenez sur la région Aquitaine aussi ou pas? Sur une mission collective Aquitaine? Oh, oui, sur la mission Aquitaine. Est-ce que c'est vous aussi ou c'est une autre personne? Non. J'ai pas connaissance de cette mission Aquitaine. Ok. Ouais, voilà pour savoir si c'est. Ok. Je connais pas cette mission, donc je Oui, peux ça pas. doit être, Donc je ouais, suppose ça doit être, ça doit pas être nous, je suppose. oui, ça, vous, c'est une agence en fait, c'est ça? Vous êtes une agence aussi, non? Nous, on a un cabinet de conseil Cabinet de conseil. privé qui est spécialisé sur l'axe franco-allemand, donc on fait que l'Allemagne depuis 20 ans maintenant, Ok, sur la partie business development ok. principale. Et on est une centaine de personnes. Enfin, on a la maison mère qui est à Cologne, on a notre bureau à Munich, et on a spécialisé dans nos équipes certaines personnes sur l'agroalimentaire. Ok. D'où des contacts et un réseau existant aussi. Ok, très bien. Voilà, merci beaucoup pour votre écoute. Je ne sais pas s'il y a encore une autre question. On vous remercie en tout cas d'avoir participé à cette visio flash. On espère vous avoir amené des éléments pour faire mûrir votre réflexion. Comme je dis, il y a déjà certains rendez-vous qui sont organisés. N'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez d'autres questions. Je vous partagerai donc la présentation, comme on l'a dit, l'enregistrement. Pardon? Ah. Pardon, excuse-moi Sophie, excusez-moi, c'est pour Oui. j'ai juste pris quelques enregistrements pour Christophe au fait. Juste quelques-unes. Par rapport Pas de à souci. voilà, De toute façon, désolée. ouais, C'était je pas pour vous enverrai, oui, très rapidement l'enregistrement, puisque juste le temps de faire le montage là par notre service communication, et je vous D'accord. transférerai aussi la visio, là, l'enregistrement, pour que vous ayez tous les éléments en main, et n'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez des questions complémentaires. On est là pour vous répondre. Ok, merci. Voilà. J'ai pris enfin, des petits trucs flash pour pour Christophe, pour que Pas de voilà, il y a souci. quelques éléments déjà, voilà, pour l'envoyer rapide là cet après-midi. Pas de souci. Voilà, Merci merci. beaucoup. Merci beaucoup. Très Au bonne revoir. journée Merci. à vous. Merci. Merci. Merci à À vous. Merci. Au bientôt. revoir. Merci. Au Au revoir. revoir. Merci, merci. À bientôt.